Bonjour à tous et puis bienvenue à ce nouveau webinaire de la société Sphinx. C'est un webinaire de notre série dédiée à l'écoute client et aujourd'hui nous allons plus particulièrement nous intéresser au sujet du RGPD, ce fameux sujet sensible et largement d'actualité. Pour cela, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Maître Solène Gérardin, qui est avocate au bureau de Paris et qui est spécialisée notamment sur ce sujet du RGPD. Merci beaucoup de participer avec nous aujourd'hui à ce webinaire. Bonjour à tous. Donc, je co-animerai le webinaire avec elle. Nous remercions aussi Mathilde Hervé qui, pendant tout le webinaire, répondra à vos questions. Donc, dans le module questions, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire. Elle répondra à certaines. On reviendra également sur certaines questions en fin de webinaire. Et puis vous pouvez aussi voter sur les questions, s'il y en a certaines qui vous intéressent, n'hésitez pas à voter, comme ça on pourra trier et répondre à celles qui sont les plus posées à la fin du webinaire. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons tout d'abord revenir sur les fondamentaux du RGPD, de manière à ce que cette notion soit bien claire pour tout le monde et qu'on ait toutes les bonnes informations en tête. Et ensuite, nous verrons comment concrètement le RGPD s'applique dans les études et plus particulièrement dans les enquêtes clients, puisque nous sommes dans cette série de webinaires dédiés à l'écoute client. Alors en préambule, pour ceux qui nous connaissent plus ou moins, rapidement, en quelques mots, sur la société Sphinx. Donc nous sommes éditeurs français depuis près de 40 ans maintenant de solutions logicielles d'enquête et d'analyse de données. Depuis près de 20 ans, nous avons également un institut d'études en interne. Et donc nous sommes environ 90 collaborateurs, avec une présence internationale qui se développe, présent déjà dans 7 pays, majoritairement en France et en Europe. Et puis nous sommes, on peut répondre à des problématiques multisectorielles, à la fois du secteur public et du secteur privé sur de nombreux secteurs aux problématiques bien différentes. Alors, pour introduire ce webinaire, pour ceux qui ont participé à l'enquête, dans le webinaire, dans le mailing d'inscription, il y avait le lien vers une enquête pour tester en mode quiz vos connaissances sur le RGPD. Alors, on a collecté un peu moins d'une centaine de retours et toutes réponses cumulées, on a une moyenne d'environ 3,8 sur 5. Donc il y avait des items qui étaient quand même parfois mal maîtrisé, en tout cas qui revenait souvent. On a notamment l'identification du responsable de traitement. Voilà, sur cet item-là, on a pu avoir des erreurs. Sur la notion de consentement aussi, qui, sur quoi pouvons-nous interroger. Et puis également sur la durée de conservation des données qui sont collectées dans les enquêtes. Donc on va revenir sur tous ces points dans le webinaire. Les retours en tout cas qu'on a pu collecter dans cette petite enquête quiz sont en lien avec ce qu'on observe chez nos clients, quel que soit le secteur d'activité. Alors on a des spécificités suivant par exemple nos clients du secteur bancaire ou nos clients du secteur santé, chacun a des contraintes bien particulières. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que il est bon de revenir sur ces fondamentaux parce qu'aujourd'hui, le RGPD, c'est vraiment un sujet important qu'il faut maîtriser et avec lequel il faut être raccord, en tout cas dans les enquêtes qu'on va pouvoir mettre en place. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment voulu aujourd'hui focaliser sur ce sujet. Alors, pour commencer, on va revenir sur les grands principes. Donc je vais vous donner la main, Maître Gérardin. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette introduction et pour aussi m'avoir invité sur ce webinaire. Le RGPD, qu'est-ce que c'est? C'est un règlement général sur la protection des données et c'est un règlement européen. Avant ce règlement, on avait des lois qui étaient nationales dans chaque pays et notamment en France. Et ces lois nationales, elles avaient chacune leur spécificité. Le but de ce règlement européen, c'était d'harmoniser les règles en la matière sur la protection des données personnelles. Il est applicable depuis le 25 mai 2018. C'est un règlement, donc, comme je vous le disais, qui est européen. Et en fait, il a une application extraterritoriale, c'est-à-dire qu'il s'applique
aux entreprises qui ont leur siège social qui est situé dans l'Union européenne, mais aussi à celles qui sont situées hors Union européenne, qui vont s'adresser à des personnes qui, elles, sont dans l'Union européenne. Il a deux objectifs principaux, c'est de renforcer la protection de la vie privée des personnes et aussi d'imposer une responsabilité des entités. Et cette responsabilité des entités, elle passe notamment par des sanctions financières en cas de non-respect du RGPD. C'est la CNIL, qui est l'autorité de protection des données en France, qui est chargée à la fois d'accompagner les entreprises. Donc, elle va publier des référentiels, des recommandations pour aider les entreprises à savoir quelles sont les bonnes pratiques à appliquer pour le traitement de leurs données personnelles. Mais elle a aussi une fonction de contrôle. Donc, elle va contrôler des entreprises chaque année et elle va pouvoir prononcer des sanctions financières qui vont jusqu'à 2 à 4% du chiffre d'affaires annuel ou jusqu'à 10 ou 20 millions d'euros. Eh bien, merci pour ces premières précisions. Alors, pour entrer un peu dans le vif du sujet, sur les rôles de chacun, dans le cadre, par exemple, où Sphinx ou un autre logiciel est utilisé pour réaliser des enquêtes, quels sont les rôles de chacun? C'est-à-dire, quels sont les rôles du client utilisateur, mais également les rôles de l'éditeur Sphinx, par exemple. Donc, au sens du RGPD, on a plusieurs qualifications RGPD. Une de ces qualifications, c'est la notion de responsable de traitement. Le responsable de traitement, donc juste aussi, je vais au préalable, avant d'expliquer ce que c'est, le responsable de traitement, on peut parfois croire que c'est la personne qui est responsable du traitement, que c'est une personne physique responsable du traitement. C'est pas le cas. Quand on parle de responsable de traitement, de sous-traitant, on parle de personne morale. Donc, on parle de l'entité, de la société ou de l'association, de l'entité qui traite les données personnelles. Le responsable de traitement, c'est l'entité qui détermine les finalités, c'est-à-dire les objectifs du traitement de données personnelles, pourquoi je traite ces données personnelles, et les moyens du traitement de données, comment je les traite. Et le sous-traitant, c'est l'entité qui traite les données personnelles au nom et pour le compte du responsable de traitement, sur instruction du responsable de traitement. Et il ne doit pas s'écarter de ces instructions. Et donc, si le responsable de traitement n'avait pas confié les données personnelles au sous-traitant, le sous-traitant n'aurait pas été amené à les traiter. C'est pour ça qu'à la fin du contrat entre un responsable de traitement et un sous-traitant, le sous-traitant doit supprimer les données personnelles qui sont traitées. Et donc, dans le cas ici de Sphinx, le Sphinx va être sous-traitant pour les enquêtes de satisfaction. Il va être sous-traitant, il traite les données personnelles des répondants aux enquêtes de satisfaction au nom et pour le compte du client. Et le Sphinx peut aussi avoir lui-même d'autres sous-traitants qui vont être des sous-traitants, on va dire si le Sphinx est sous-traitant de niveau 1, de rang 1, les sous-traitants du Sphinx vont être des sous-traitants de rang 2. Et donc, il va avoir lui-même des sous-traitants. D'accord. Donc, en résumé, c'est donc bien le client utilisateur qui va être responsable de traitement, qui est le responsable de ce qui va faire finalement des données qui sont collectées, quand l'éditeur, par exemple Sphinx, lui, est sous-traitant. Alors, dans l'enquête quiz de connaissances, il y avait parfois des confusions entre les données personnelles, les données sensibles. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces points? Une donnée personnelle, c'est une donnée qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Par exemple, de façon très classique, ça va être un nom, prénom, une adresse mail. Mais ça peut aussi parfois être une donnée personnelle va être récoltée grâce à un croisement de données. Donc, par exemple, si j'ai plusieurs données, j'ai une fourchette d'âge, c'est une personne qui a entre 25 et 35 ans, je sais que c'est une femme, je sais qu'elle habite dans telle ville, qu'elle exerce tel métier. En fait, même si j'ai pas son nom, prénom, avec l'ensemble de ces données, je vais peut-être pouvoir remonter à un moment à la personne. Et donc, dans ce cas, ce sont des données personnelles. Parfois, on peut avoir une petite confusion qui est faite. C'est comme on parle de données personnelles, on pense que ce sont des données qui vont concerner que des personnes, que des particuliers en B2C. Mais le RGPD s'applique aussi en B2B. Donc, une donnée, par exemple, une adresse mail professionnelle, ça reste une donnée personnelle parce que ça permet d'identifier directement une personne physique. Donc, pour savoir si on traite une donnée personnelle et donc si le RGPD s'applique, parce que si on ne traite pas de données personnelles, le RGPD ne s'applique pas, il faut toujours se demander est-ce que ça peut permettre d'une façon ou d'une autre d'identifier une personne.
Et en effet, dans le RGPD, hein, il y avait cette petite notion, voilà, ne s'applique pas si finalement aucune donnée personnelle n'est traitée, hein, ce que vous venez d'avancer. On peut mettre ça en parallèle, notamment, par exemple, quand on fait une enquête qui va être totalement anonyme, un lien libre, qui est par exemple mis à disposition, par exemple derrière un QR code, et qui ne demande aucune question de profil, juste quelques questions. Voilà, êtes-vous satisfait? Recommanderiez-vous cet endroit? Là, on peut considérer que vraiment aucune donnée personnelle n'est collectée. Alors, concernant les données sensibles. Les données sensibles, ça va être des données qui vont révéler l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale. C'est aussi le traitement de données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, toutes les données de santé, donc les données qui concernent la santé, et celles qui concernent la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique. Ça, ce sont des données sensibles. Donc, c'est une catégorie particulière de données personnelles. Le RGPD pose un principe qui est l'interdiction de traitement de ces données. Comme tout principe, il connaît des exceptions. Donc, on a certains cas, par exemple, au niveau de tout ce qui va être médical, on va pouvoir forcément traiter des données de santé pour la sauvegarde des intérêts vitaux. Mais sinon, hors ces cas très spécifiques, on a aussi le recueil du consentement. Le recueil du consentement va nous permettre de traiter des données sensibles. Souvent, comment ça va se matérialiser? C'est une case à cocher qui ne doit pas être précochée par avance, parce que si elle était précochée par avance, le consentement de la personne n'est plus libre, et où la personne va pouvoir accepter de partager ses données de santé, par exemple. Et donc, on a une particularité sur les données qui proviennent des mineurs dans les enquêtes. Oui, pour les données mineures, c'est pas des données sensibles au sens du RGPD, mais ça va nécessiter de recueillir l'autorisation parentale des personnes qui ont justement cette autorité parentale sur ces mineurs. Et sur l'âge, le seuil, en France, l'âge il est à 15 ans. Donc en dessous de 15 ans, on doit avoir cette autorisation parentale pour pouvoir traiter ces données personnelles de mineurs. Et l'âge qui est vraiment fixé par le RGPD, mais ici, on a une spécificité par pays, c'est 16 ans. D'accord. Merci. Donc, s'il y a bien, en tout cas, un élément à retenir entre ces deux types de données, c'est que le plus sensible, c'est que pour analyser les données sensibles, il faut avoir le consentement du client et un consentement libre, c'est-à-dire, voilà, poser une question, une case à cocher, mais qui n'est pas précochée. Alors, dans les études, il y a un format de collecte où on ne maîtrise pas le type de données qui va être fourni par les répondants. Ce sont les questions ouvertes. Alors, comment le client, dans son questionnaire, peut se protéger sur ce type de questions? Donc, les questions ouvertes, qu'on appelle aussi zone de commentaires libres. On peut en avoir, mais c'est vrai que ça va permettre, ça peut appeler à, on peut avoir beaucoup de données personnelles qui vont être en fait renseignées dans ces questions ouvertes, dans ces zones de commentaires libres. Déjà, ce qui serait bien comme bonne pratique, c'est comme question ouverte de la cibler, que ce soit une question qui soit assez précise pour justement éviter au maximum qu'on ait trop de données personnelles, trop d'informations dont on n'a pas besoin qui viendraient s'y ajouter. Donc, privilégier des questions assez précises. Et ce qui est aussi recommandé, c'est par exemple de faire une liste déroulante pour justement éviter ces zones de commentaires libres et donc la personne puisse choisir dans un menu déroulant la réponse. Et sinon, si on a vraiment besoin d'avoir une zone de commentaires libres, d'indiquer une mention qui précise de ne pas fournir de données sensibles du type, par exemple, données de santé ou toute autre donnée sensible qui pourrait être fournie. Ça, c'est une bonne pratique. Ouais. Donc, par exemple, on vous a mis des exemples avec l'outil Sphinx.
En back-office, vous allez pouvoir, dans le paramétrage du questionnaire, mais en effet, ajouter des consignes si vous avez une question ouverte voilà, à mettre dans votre questionnaire. Ça peut être une consigne qui va vraiment s'afficher en clair, hein, vous le voyez sous la question. Veuillez à ne pas fournir ici données sensibles, etc. Vous pouvez également mettre des styles plutôt infobules, un peu plus interactifs. Et parfois, sur des questionnaires qui peuvent être un petit peu plus sensibles aussi, on va carrément en introduction du questionnaire, avant d'accéder aux questions, mettre des mentions explicites. Vous a mis un exemple voilà, à la fin. Nous vous rappellerons que les informations que vous renseignez dans la zone de texte dédiée devront être pertinentes, etc. et ne devront pas comporter d'abréviations subjectives, etc. Donc voilà, vous pouvez également mettre ces mentions-là en début de questionnaire, en plus d'une consigne. Voilà, ça vous permettra de cadrer au maximum, en tout cas, le type de données qui va être fourni et déclaré par le répondant. Alors, merci en tout cas pour voilà ces fondamentaux. Hein. J'espère que maintenant, vous êtes tous incollables sur le RGPD. Si on relance l'enquête quiz, on a des super notes. Alors, maintenant, on va voir concrètement bien comment tout cela s'applique aux études, dans les enquêtes. Vous allez nous donner des bonnes pratiques. Voilà, donc on va notamment déjà commencer par tout ce qui concerne les données qui sont collectées dans le cadre des enquêtes. Quels sont les principes du RGPD ? On a des principes du RGPD qui sont des principes fondamentaux et qui vont ici s'appliquer aux données personnelles qui sont collectées et traitées dans le cadre de ces enquêtes. Un principe, c'est le principe de finalité du traitement de données. C'est-à-dire que pour tout traitement de données personnelles, on doit toujours se demander pourquoi je traite ces données personnelles. Ici, c'est justement dans le but d'avoir cette enquête de satisfaction. Et après, j'imagine que chaque enquête de satisfaction poursuit elle-même un but bien précis. On a cette finalité du traitement de données. Et ça va être notre fil rouge pour après tout ce qu'on va dérouler. En fonction de cette finalité du traitement de données, comme on poursuit cet objectif, on a besoin de traiter seulement certaines données pour répondre à cet objectif de traitement de données. Et le RGPD impose de ne traiter que les données personnelles dont on a besoin pour atteindre cet objectif. C'est le principe de minimisation des données. On ne doit collecter et traiter que les données personnelles qui sont nécessaires ici, adéquates, pertinentes pour les enquêtes de satisfaction. Et après, on doit faire attention. Si jamais on veut réutiliser ces données pour un autre objectif que celui qui était l'objectif initial, ici l'enquête de satisfaction, on doit toujours vérifier que cette finalité ultérieure, elle est bien compatible avec ma finalité initiale. Mmh. D'accord. Donc en tout cas, voilà, c'est le type de conseil que, en tant qu'institut d'études, en tout cas nous chez Sphinx, on va également pouvoir donner, en tout cas des points auxquels on va veiller en fonction des objectifs de votre projet. Hein, on va s'assurer que le contenu, le format du questionnaire, voilà, répondent bien, en tout cas à ces principes-là. Ça va passer également dans le ciblage des enquêtes, par exemple, également. Alors, si on refait le parallèle avec le quiz, on avait la notion de consentement, la collecte de consentement qui revenait souvent, parfois sur des erreurs. Alors, est-ce qu'il est obligatoire, voilà, dans les enquêtes de satisfaction, de recueillir un consentement en amont? Quelle est la base légale, en tout cas, sur laquelle les clients doivent s'appuyer? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces points? Alors, pour que ce soit clair, le RGPD impose de fonder son traitement de données personnelles sur une base légale. On en a 6 au total, mais ici, on va se concentrer sur les 2 qui sont recommandés par la CNIL dans le cas justement des enquêtes de satisfaction. C'est le consentement et l'intérêt légitime. Ces bases légales, donc l'intérêt légitime. Si on choisit l'intérêt légitime, donc ce choix de base légale, il va se faire au cas par cas. L'intérêt légitime, s'il est choisi, ça va nécessiter que le traitement de données personnelles ne heurte pas les droits et libertés des personnes physiques. En fait, comment ça va marcher? On va faire une balance des intérêts entre, d'un côté, l'intérêt de l'entreprise, donc ici c'est l'intérêt de réaliser les enquêtes de satisfaction, et de l'autre côté, les droits et libertés des personnes physiques. Et on va vérifier que cet intérêt ne heurte pas les droits et libertés des personnes physiques. Ça peut paraître flou comme ça, on peut se demander, mais quand est-ce que justement cet intérêt va heurter les droits et libertés des personnes physiques?
Ça peut être le cas si on traite des données, justement, comme on l'a vu avant, des données sensibles, des données de santé, s'il y a des données, justement, dedans de mineurs. Voilà, ça, après, c'est vraiment une appréciation au cas par cas et c'est vraiment en fonction de ce qui est demandé dans l'enquête de satisfaction. Et donc, si on ne peut pas retenir l'intérêt légitime pour ces raisons, on va devoir plutôt se baser sur le consentement de la personne. Et donc ici, à nouveau, le consentement doit être recueilli par une case à cocher qui est dédiée, donc où la personne accepte de partager ses données personnelles dans le but de ses enquêtes de satisfaction. Et cette case à cocher, elle ne doit pas être précochée pour justement que le consentement de la personne soit libre. Et donc, c'est ensuite à vous, en tant que responsable de traitement, de choisir entre ces deux bases légales la plus appropriée. Voilà, donc c'est en effet une notion qui est un petit peu plus complexe. En tout cas, si on doit donner un conseil, c'est qu'à partir du moment où vous avez des données sensibles qui sont à analyser, voilà, protégez-vous et en effet recueillez ce consentement en début de questionnaire. Pour vous donner un exemple, voilà, par exemple, nous on va conseiller aux clients, à nos clients, même au-delà de la case à cocher, finalement, même de mettre un oui/non pour que ce soit encore plus explicite pour le client quand il va choisir. Là, on est dans un exemple où on demande une levée d'anonymat, voilà, à la fin de l'enquête. On va mettre un petit paragraphe en plus pour, voilà, apporter de l'information, en tout cas, pour que ce soit vraiment éclairé, que ce soit un choix éclairé, libre, et dans tous les cas, jamais pré-sélectionné. Voilà. Alors, un autre principe du RGPD, bien, c'est d'informer les répondants. Donc, quels conseils, voilà, donneriez-vous pour informer correctement les répondants à une enquête sur le traitement qui sera fait des données, voilà, à l'issue de cette enquête, hein, puisque finalement, l'intérêt d'une étude, c'est d'analyser les données qui sont collectées. Donc, en effet, le RGPD impose d'informer les personnes du traitement de données personnelles. C'est ce que vous voyez souvent sur des sites Internet avec la politique de confidentialité. Donc ici, ça va être le même principe. Ça va être d'informer les personnes, les répondants aux enquêtes de satisfaction, du traitement de données personnelles qui va être effectué. Ce qui doit être inclus dans cette information des personnes, c'est prévu par le RGPD. Et donc souvent, ça va passer par une politique de confidentialité, une notice d'information RGPD. Et ce qui est recommandé, enfin ce qui est imposé, c'est de faire une information en 2 niveaux. On va avoir une mention RGPD de premier niveau qui va être directement sur le questionnaire où la personne va renseigner des données personnelles. Ça va être une mention assez courte qui va informer la personne de pourquoi vous traitez ces données personnelles. Ici, c'est pour réaliser vos enquêtes de satisfaction, de qui il traite, votre entreprise, et que si elle a besoin de plus d'informations, elle peut se référer à l'information de second niveau dans la politique de confidentialité. Et dans cette politique de confidentialité, on doit avoir certaines informations, par exemple la finalité, pourquoi on traite ces données personnelles pour ces enquêtes de satisfaction, la base légale du traitement de données, ce qu'on a vu, est-ce que c'est l'intérêt légitime, le consentement, on va le préciser, les durées de conservation des données et aussi le destinataire des données, dont ici le Sphinx. D'accord. Donc, par exemple, voilà, là, pour vous donner un exemple de communication de premier niveau, en amont dans le questionnaire. Alors là, c'est vraiment très explicite, c'est un peu long, ça peut être plus court. Mais voilà, on va vraiment informer sur l'ensemble de ces objectifs de l'étude, la durée de conservation, chez qui vont les données, etc. Ça peut être également un lien hypertexte que vous communiquez également dans le message emailing, si votre campagne, en tout cas votre enquête est envoyée par emailing. En tout cas, tous les moyens sont bons du moment que voilà, vous informez bien sur voilà, tout ce qui va être fait avec les données des clients. Donc, on a vu jusqu'ici la base légale des enquêtes, la notion de consentement, l'information au répondant. Eh bien, un autre point, c'est la durée de conservation des données. Alors, dans l'enquête quiz, certains ont répondu qu'elles pouvaient être conservées indéfiniment. On va voir que c'est un petit peu plus complexe que cela. Donc, le RGPD impose des durées de conservation des données personnelles. Donc, on le rappelle, ici, on est vraiment sur les données personnelles, parce que sinon, le RGPD ne s'applique pas. Donc, c'est vraiment les données qui vont donner des informations sur des personnes, comme on l'a vu au début. Justement, on ne peut pas garder ces données personnelles pendant une durée qui est indéfinie.
Comme on l'a vu au tout début, on a notre principe de finalité des traitements. Pourquoi je traite ces données personnelles? Ici, c'est pour mes enquêtes de satisfaction. Et en fonction de cette finalité, qui est mon fil rouge, je vais déterminer les durées de conservation des données. Combien de temps j'ai vraiment besoin de conserver ces données personnelles? On peut se référer dans la matière à une recommandation de la CNIL dans son référentiel gestion des relations commerciales qui, pour les enquêtes de satisfaction, indique comme durée de conservation que ça doit être la durée nécessaire pour la réalisation de l'objectif de l'enquête ou jusqu'à l'exercice du droit d'opposition ou le retrait du consentement. Comme ça, c'est quand on a demandé le consentement de la personne. On a plusieurs éléments pour déterminer une durée de conservation. Ça va être à chaque fois vraiment propre à votre entité, à ce que vous allez faire des données, à pourquoi vous en avez besoin. Ces éléments, ça va être les obligations légales, quand on peut en avoir. Les référentiels de recommandations de la CNIL, comme ce que je viens justement de vous citer, et aussi de vous interroger, vous, pendant quelle est la durée pendant laquelle vous avez vraiment besoin de conserver ces données personnelles, justement en fonction de votre finalité. D'accord, donc en tout cas, c'est très clair hein, du côté des recommandations de la CNIL. Voilà, ça ne doit pas dépasser, en tout cas, la durée nécessaire à l'atteinte de l'objectif initial de l'étude. Alors concrètement, voilà, pour mettre le parallèle avec Sphinx ou en tout cas tout autre éditeur que vous utilisez, des éléments sur lesquels vous devez être vigilant. Nous, de notre côté, en termes d'hébergement des données, voilà, on va explicitement, en tout cas, tout indiquer dans nos CGSU hein, au moment de l'achat, la contractualisation avec nos clients. Donc, sur l'hébergement des données, nous, on a choisi d'héberger les données des enquêtes chez un prestataire qui est OVH en France. Pour l'utilisation de l'intelligence artificielle dans nos outils, on a choisi l'Europe et on propose également à nos clients un LLM français avec Mistral qui héberge lui également en Europe. En tout cas, tout est détaillé dans le DPA, hein, qui est le déclaratif des sous-traitants Sphinx que vous retrouvez dans les CGSU. Du côté des études, bien, si vous avez des données à faire transiter entre, par exemple, votre chef de projet et Sphinx, on va utiliser voilà, des process de transmission sécurisés pour ces données-là, sur des bases, par exemple, de destinataires. Et puis, du côté de la durée de conservation des données, pareil, c'est précisé dans nos CGSU hein, que vous utilisiez Sphinx comme outil, donc plutôt sous notre casquette éditeur de solutions, ou que ce soit avec la partie prestation d'études. Soit on va avoir une durée contractuelle qui est bien spécifique, qu'on va mettre en place avec nos clients, hein, ça peut être complètement personnalisé. Certains de nos clients nous demandent, par exemple, vraiment à l'issue de l'enquête, à partir du moment où le terrain est terminé, les analyses sont faites, de supprimer tout de suite les données. Sinon, on va être sur la durée par défaut qui est précisée dans les CGSU. Voilà. Et pour vous donner un autre exemple, en termes d'utilisation de l'IA, du côté de la collecte de consentement, de la même manière, on a appliqué ces bonnes pratiques-là, c'est-à-dire qu'on vous demande expressément votre consentement, le consentement du responsable légal, au travers de cases à cocher qui ne sont pas pré-cochées, justement, pour être bien carré, en tout cas, de ce côté-là. Merci en tout cas, Maître Girardin, pour tous ces bons conseils. Donc en conclusion, vous retrouverez de toute façon dans le replay du webinaire et le support cette checklist que vous pouvez garder sous le coude. Ça reprend voilà les grands principes, en tout cas les grandes bonnes pratiques qu'on vous a données aujourd'hui, à la fois sur l'identification du responsable de traitement, les données personnelles, données sensibles, le cas des questions vertes, le cas des données qui proviennent des mineurs, également la notion de consentement, les politiques de confidentialité et puis la durée de conservation des données. Voilà, donc ça va vous permettre, en tout cas, on l'espère, d'être éclairé dans la mise en place de vos enquêtes et de respecter au maximum ce que prévoit le RGPD. Eh bien, merci en tout cas pour votre participation. On va revenir sur des questions juste après. Pour poursuivre sur notre série de webinaires donc dédiés à l'écoute client, le prochain webinaire aura lieu mardi 20 mai à 10 h. On va revenir sur les 6 KPI essentiels de l'expérience client. Alors, 6 KPI que vous connaissez sûrement, on va vous les faire redécouvrir et en tout cas vous donner
des informations, de la méthodologie pour éviter voilà les biais méthodaux, les biais d'analyse et d'interprétation ensuite. Et puis, vous retrouvez tous les replays de nos webinaires sur notre chaîne YouTube. Vous retrouverez tous les liens dans l'emailing d'envoi du replay. Merci à vous. Merci et bonne journée à tout le monde. Au revoir.